Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Hugo Oradou et Oscar Jégou, deux rugbymen français de 20 et 21 ans, sont actuellement privés de liberté en Argentine, placés en résidence surveillée avec un bracelet électronique. Les deux joueurs sont accusés de viol par une femme de 39 ans. Les faits se seraient produits dans la chambre d'hôtel où ils séjournaient à Mendoza quelques heures après un match victorieux du 15 de France, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet. La plaignante dit aussi avoir reçu des coups de la part des joueurs. Elle présente des traces de blessures. Oscar Jégou et Hugo Oradou reconnaissent un rapport sexuel consenti avec elle. Ils sont mis en examen pour viol aggravé en réunion. Code Source fait le point sur cette affaire avec Clément Dossin. Il est chef adjoint au service des sports du Parisien. Clément Dossin, le mercredi 26 juin, les joueurs du 15 de France s'envolent pour l'Argentine. Qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Eh bien, il s'agit d'une tournée de fin de saison, les traditionnelles tournées des équipes de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud à ce moment-là de l'année. Et donc, l'équipe de France part en Argentine pour disputer 2 test-matchs contre les Pumas argentins, entrecoupés d'un autre match contre l'Uruguay le mercredi entre les 2 matchs contre l'Argentine. Parmi l'équipage, 2 joueurs s'apprêtent à vivre leur première sélection en équipe de France. Le premier s'appelle Oscar Jégou, 21 ans. Qui est-il en résumé ? Il est un joueur de La Rochelle, il joue 3e ligne et c'est surtout un immense espoir du rugby français. Il a été sacré champion du monde des moins de 20 ans en juillet 2023, mais sa réputation a été entachée en octobre 2023 lorsqu'on a appris son contrôle positif à la cocaïne après un match de top 14 2 mois plus tôt. Il avait plaidé à ce moment-là un usage festif, c'était lors, dit-il, d'une pendaison de crémaillère qu'il avait consommé de la cocaïne et il est suspendu à ce moment-là 1 mois par l'Agence française de lutte contre le dopage. Qui est son coéquipier Hugo Oradou, 20 ans, appelé lui aussi pour la première fois par le sélectionneur Fabien Galtier. Hugo Oradou, lui, joue 2e ligne. Il évolue à Pau, dans le Béarn, et c'est également un jeune joueur extrêmement prometteur. Il est lui aussi champion du monde des moins de 20 ans avec les Bleuets l'année dernière. Et c'est surtout, pour le grand public, le fils de David Oradou, un nom bien connu des amateurs de rugby, qui est un ancien 2e ligne du 15 de France, qui est un ancien coéquipier d'ailleurs de Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus. Le samedi 6 juillet, l'équipe de France dispute son premier match à Mendoza, une ville proche de la frontière avec le Chili, située à plus de 1000 km de la capitale argentine. Les joueurs affrontent les Pumas, l'équipe nationale. Comment se déroule ce premier match ? Comme dans un rêve, parce que les Français l'emportent, ils gagnent 28-13. Il faut préciser que c'est une tournée où il manque les cadres de l'équipe de France. Il n'y a pas les Antoine Dupont, Romain Ntamak, qui sont soit laissés à disposition du rugby à 7 pour Dupont, laissés au repos après une longue saison. Donc, c'est une équipe de France très largement inexpérimentée qui défie tout de même les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les Pumas, qui sont une équipe redoutable chez elle. C'est un peu une surprise de voir cette équipe de France s'imposer aussi facilement. Il marque 3 essais, notamment un par le capitaine Baptiste Serin, qui est un des rares cadres de cette équipe de France. Et puis les jeunes joueurs se mettent en évidence, notamment Oscar Jégou et Hugo Oradou, qui réalisent un très bon match. Le lendemain, le dimanche 7 juillet, en fin de journée, une vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle on voit l'un des joueurs du 15 de France tenir des propos racistes. Oui, il s'agit de Melvin Jaminet, qui n'est pas, lui, un joueur débutant. C'est un cadre de cette équipe de France dans la mesure où il a remporté avec les Bleus le tournoi Destination et le Grand Chelem en 2022. Il se filme sur le réseau social Instagram et poste une vidéo dans laquelle il dit « Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque ». Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Visiblement, il est éméché. Cette vidéo est tournée pendant la soirée qui suit le match de l'équipe de France. Elle est retirée assez rapidement des réseaux sociaux, mais elle a eu le temps d'être capturée évidemment, et elle fait un scandale en France. Assez rapidement, la Fédération française de rugby réagit, très rapidement même, et très fermement, puisqu'elle décide d'exclure Melvin Jaminet du 15 de France, et l'arrière toulonnais rentre en France dès le lendemain. Pendant que Melvin Jaminet rentre en France le lundi 8 juillet, les Bleus, quant à eux, viennent de regagner la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, et des policiers argentins se rendent à leur hôtel. Ces policiers viennent chercher Oscar Jégou et Hugo Oradou. Ils agissent au lendemain d'une plainte le dimanche soir d'une femme à Mendoza.
après la victoire des Bleus contre les Pumas. C'est la sidération dans le clan français, on ne comprend pas exactement tout de suite pourquoi ces policiers sont présents. Fabien Galtier expliquera par la suite qu'il a pu s'enfermer dans une salle avec les 2 joueurs, discuter un peu à ce moment-là, prévenir les familles des 2 joueurs, leurs passeports sont confisqués. Assez rapidement, dans le clan français, on comprend qu'on a affaire à quelque chose de grave. Clément Dossin, quels sont les faits qui leur sont reprochés à ce stade ? Eh bien, assez rapidement, on apprend qu'ils sont mis en cause dans une histoire d'abus sexuels, selon la dénomination du droit argentin, et puis filtre l'information qu'il s'agit en fait d'un abus sexuel aggravé. Alors on comprend en réalité que dans notre droit à nous, il s'agit d'un viol. Les faits se seraient produits dans la nuit donc, du samedi au dimanche, à Mendoza, cette fameuse nuit d'après la victoire contre l'Argentine, à l'hôtel diplomatique où logeait la délégation française, dans la chambre 603, partagée par les 2 joueurs. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, se rend sur place. Il apparaît devant la presse à 1 heure avancée de la nuit et il est extrêmement marqué, abattu, en état lui aussi un peu de sidération. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. La première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. Sa première pensée est pour la victime, la plaignante, dont il dit qu'il faut évidemment respecter le témoignage. Et quelques heures plus tard, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, tweet et évoque elle aussi, avec les précautions d'usage pour la présomption d'innocence, si les faits sont avérés, ils sont d'une atrocité sans nom, ce qui donne également une idée dans le vocabulaire employé de la gravité des faits qui sont reprochés aux 2 joueurs. Très vite, les membres de la fédération sur place font appel à un avocat argentin réputé, considéré comme un ténor du barreau dans son pays pour assurer la défense d'Oscar Jégou et d'Hugo Oradu. Il s'appelle Rafael Cueno Libarona et il se trouve qu'il est le frère du ministre de la Justice du gouvernement d'extrême droite et masculiniste de Milei en Argentine. Il a été mis en relation avec la Fédération française de rugby par l'entremise d'Agustín Pichot et Rodrigo Roncero, qui sont des joueurs argentins, ayant évolué en France, notamment au Stade français, qui du coup ont fait jouer leur réseau sur place. Agustín Pichot est quelqu'un de très influent, notamment en Argentine et dans le rugby argentin. Et donc voilà, ils sont allés chercher quelqu'un d'extrêmement réputé, très habile devant les médias, beau parleur, qui aime bien la lumière et qui a donc la charge de défendre les 2 joueurs. Por más su condición de inocencia no te quita la preocupación. Il commence à parler à la presse dès le lendemain de l'interpellation des 2 joueurs. Quelles sont ses premières déclarations ? Évidemment, il clame l'innocence des 2 joueurs. Il évoque une relation sexuelle consentie que Oscar Jégou et Hugo Oradu auraient eue avec la plaignante. Et puis, il s'émeut un petit peu des conditions de détention des 2 joueurs et surtout du fait que, ne parlant pas espagnol, c'est compliqué pour eux de pouvoir communiquer, se défendre. Et il en appelle évidemment à la présomption d'innocence qu'il martèle. Le mercredi 10 juillet, l'avocate de la femme qui dit avoir été victime de ces 2 rugbymen sort du silence à la télévision argentine. Clément Dossin, est-ce qu'on sait qui est sa cliente ? Oui, il s'agit d'une femme de nationalité argentine, âgée de 39 ans. On sait qu'elle est issue d'une famille d'avocats, fille et sœur d'avocats. Son avocate l'a décrit comme une femme d'honneur, elle insiste là-dessus, à la parole évidemment tout à fait respectable, mais on ne connaît pas son identité qui n'a jamais été révélée. Qu'est-ce qu'il s'est déroulé, selon elle, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet à Mendoza ? Eh bien, des faits extrêmement graves, comme on le pressentait après les premières déclarations. L'avocate livre assez rapidement un déroulé des faits très détaillé. Elle évoque le fait que la plaignante a rencontré Hugo Oradu en boîte de nuit et qu'ils se sont rendus ensemble en taxi à l'hôtel vers 5h du matin, 5h30 du matin. Elle est montée dans la chambre d'Hugo Oradu et elle aurait reçu des premiers coups, été violée, puis été violée à nouveau par Oscar Jégou qui lui est rentré un peu plus tard dans la chambre. Elle aurait tenté à plusieurs reprises de quitter la chambre, elle en aurait été empêchée, séquestrée donc d'une certaine manière, aurait été violée à nouveau à plusieurs reprises par Hugo Oradu. Voilà les détails sordides qui sont livrés par l'avocate. On parle donc d'un viol aggravé par le fait qu'il a été commis en réunion et de nombreuses violences également, beaucoup de coups au visage, à la poitrine, dans les côtes, dans les jambes. Elle dit également qu'elle aurait été traînée au sol. Bref, c'est un récit effroyable. D'après son avocate, cette femme porte sur elle de nombreuses preuves de cette agression. Oui, elle parle de traces de morsures,
de traces de griffures. Elle présente aussi un hématome important au visage puisqu'elle a été frappée à l'œil. Elle présente aussi, d'après les examens médico-légaux qui ont été effectués après son dépôt de plainte, des lésions génitales qui pourraient attester le viol, même si l'avocate est prudente en disant que ce n'est pas forcément la cause exclusive de ces lésions génitales. Il y a selon l'avocate beaucoup de preuves, de par l'état physique de la victime, de l'agression qu'elle aurait subie. Au moment où cette avocate s'exprime à la télévision, à Mendoza, où séjournaient les joueurs, des témoins décrivent à notre correspondant du Parisien sur place, Thomas Brogini, des joueurs très alcoolisés après leur victoire au premier match. Oui, Thomas, sur place, a réussi à reconstituer un petit peu le fil de la soirée et il s'avère qu'après donc la victoire contre les Argentins au stade, les joueurs sont repassés par l'hôtel et ils se sont rendus dans un bar dans le quartier de la Soif de Mendoza. Un bar baptisé le Berlin où, selon les témoins présents sur place et notamment selon une serveuse, ils auraient effectivement bu plus que de raison et non pas seulement de la bière mais aussi des alcools forts, du Fernet, une liqueur locale, des gin tonic, des whisky coca, etc., etc. Et on nous décrit sur place un niveau d'alcoolémie anormalement élevé, notamment pour des sportifs professionnels qui sont en tournée avec l'équipe de France. Clément Dossin, est-ce que les Bleus étaient autorisés à sortir et à faire autant la fête ce soir-là ? Ils étaient autorisés à sortir selon un cadre fondé sur le principe d'autonomie et de responsabilisation. C'est un cadre qui est en place en équipe de France depuis plusieurs années et qui veut que les joueurs sont autorisés à sortir, à veiller les uns sur les autres et surtout avec pour mission confiée au cadre de l'équipe de France, aux joueurs les plus âgés, les plus expérimentés, de ramener tout le monde à bon port, à l'hôtel, au milieu de la nuit. À cette question, il n'y a pas encore eu vraiment de réponse. On ne sait pas si les joueurs avaient un couvre-feu, mais donc ils étaient autorisés à sortir. À ce point-là, aussi tardivement, et dans un état d'alcoolémie aussi avancé, évidemment non. D'autant que la tournée en Amérique du Sud n'est pas terminée puisqu'il reste un match contre l'Uruguay 3 jours plus tard et le deuxième test contre l'Argentine le samedi suivant. Le jeudi 11 juillet, 3 jours après l'arrestation d'Oscar Jégou et d'Hugo Oradou, leur avocat argentin tient une conférence de presse durant laquelle il remet en cause la version de la plaignante. Oui, il prétend qu'avec ses équipes, il a pu reconstituer les faits tels qu'ils avaient été établis par la plaignante et notamment dans cette fameuse chambre 603, faire du bruit, simuler les faits tels qu'ils se seraient passés pour souligner le fait que si jamais ça s'était passé comme ça, et que si jamais la cliente s'était débattue et avait crié, forcément, des gens dans les chambres voisines qui étaient occupées par d'autres joueurs du 15 de France auraient entendu quelque chose. Or, visiblement, personne n'aurait rien entendu. Donc il s'appuie là-dessus pour effectivement discréditer la version de l'avocate de la plaignante. Il dit qu'il va apporter des éléments de preuve à décharge assez rapidement pour disculper ses deux clients. Le même jour, Oscar Jégou et Hugo Oradou sont transférés de Buenos Aires à Mendoza. Ils passent la nuit en détention et le lendemain, ils sont tous les deux présentés devant un juge d'instruction. Oui, et immédiatement, ils sont mis en examen pour abus sexuels aggravés, ce qui, dans l'équivalent de notre droit français, correspond à un viol, en réalité. Aggravé, pourquoi ? Parce qu'il est réalisé en présence de 2 personnes. Et immédiatement, ils sont placés dans un centre de détention transitoire. Est-ce qu'on sait comment va la plaignante ? Outre les blessures physiques évoquées précédemment, son avocate nous dit qu'elle est psychologiquement dévastée puisqu'elle est hospitalisée en état de décompensation généralisée. Clément Dossin, comment s'organise la défense des 2 joueurs à partir de là ? La Fédération française de rugby ne les lâche pas. Elle travaille pour trouver une maison où ils pourraient être placés en détention surveillée. C'est la priorité de la fédération à ce moment-là, afin de les sortir du centre de détention transitoire et leur permettre de ne pas être en prison et mélangés à des détenus de droit commun argentins. Les avocats argentins continuent d'essayer de rassembler des preuves à des charges et on apprend également que maître Antoine V, un avocat réputé en France, est embauché, sollicité pour défendre les joueurs et essayer de parler d'une seule voix aussi auprès des médias en France. C'est aussi à ce moment-là que les familles des 2 joueurs arrivent à Mendoza, les parents d'Hugo Oradou, dont son père David, l'ancien international, et la tante d'Oscar Jégou. L'objectif des avocats des 2 joueurs, c'est de prouver que cette relation était consentie ? C'est évidemment le cœur de cette affaire. Pour les avocats, il s'agit de prouver que la victime était consentante pour avoir une relation sexuelle avec Hugo Oradou. Et il verse au dossier notamment ce détail selon lequel Hugo Oradou, donc rentrant à l'hôtel avec la victime, se serait aperçu qu'il n'avait pas sa carte de chambre, serait donc descendu à l'accueil
avant de remonter à sa chambre et pendant ce temps-là, la plaignante l'aurait attendu. L'avocat des joueurs, il voit une forme de consentement de la femme puisqu'elle n'est pas partie, ce dont on peut s'étonner parce que c'est pas parce qu'elle reste qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle une fois rentrée dans la chambre. Hugo Radu et la femme rentrent donc dans la chambre. À partir de ce moment-là, évidemment, on ne sait pas ce qu'il s'y passe. C'est version contre version avec, encore une fois, l'arrivée un peu plus tard d'Oscar Jégou. L'avocate de la plaignante affirme qu'elle n'a jamais été consentante pour avoir des relations sexuelles avec l'un puis l'autre. Dans les deux camps, on affirme avoir pu consulter les vidéos tournées dans le hall de l'hôtel, dans les couloirs, et évidemment les deux camps affirment que cela accrédite plutôt leur version plutôt que celle de l'adversaire. Clément Dossin, pendant le reste de cette tournée en Amérique du Sud, les Bleus continuent de disputer leur match, mais l'aspect sportif passe totalement au second plan. Oui, on va dire que c'était déjà une tournée pour laquelle il y avait un intérêt très mesuré, parce que comme je l'ai dit, il manque les cadres de l'équipe de France, c'est une tournée de fin de saison, l'actualité est ailleurs, notamment au niveau sportif. Les deux matchs qui suivent ces accusations extrêmement graves passent effectivement totalement au second plan. Les Français l'emportent en Uruguay, mais dans un contexte effectivement très lourd. Les coéquipiers d'Oscar Jégou et Hugo Radu sont évidemment marqués par ce qu'il s'est passé. Et puis, ils disputent donc le deuxième match contre l'Argentine le samedi suivant, et ils s'inclinent assez logiquement contre les Pumas. Les Bleus finissent par rentrer en France le lundi 15 juillet sans deux de leurs joueurs. Quelle est l'attitude des dirigeants du rugby français vis-à-vis de cette affaire ? On peut dire qu'ils ont pris l'affaire à bras-le-corps. Dès le début, ils ont été extrêmement présents. Que ce soit le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, et son vice-président, Jean-Marc Lermet, arrivés donc sur place dès la révélation des faits. Ils ont ensuite fait un aller-retour à Mendoza pour accompagner l'avocat, baliser le terrain, essayer d'en savoir un petit peu plus sur les conditions futures de détention des deux joueurs. À leur retour en France, Jean-Marc Lermet et Florian Grill organisent une conférence de presse à Marcoussis, le centre du rugby français, qui est extrêmement suivi par les médias. Il parle notamment de tolérance zéro, d'une prise de conscience des problèmes qui minent le rugby français, que ce soit une consommation excessive d'alcool en soirée, lors des troisièmes mi-temps. Il est évoqué le recours à la cocaïne qui s'est répandu, que ce soit dans le rugby professionnel et amateur. Et dans le même temps, il y a le sélectionneur Fabien Galtier qui prend la parole chez nos confrères de Midi Olympique. Et lorsqu'on lui demande si Oscar Jégou et Hugo Radu pourraient revenir un jour en équipe de France, il a cette phrase « Je ne parle pas d'eux à l'imparfait, ils font toujours partie de nos pépites », sous-entendu des joueurs extrêmement prometteurs. À ce moment-là de l'histoire, sans connaître l'issue d'un éventuel procès, cela paraît extrêmement prématuré. Est-ce que l'encadrement du 15 de France reconnaît une part de responsabilité pour ne pas avoir suffisamment cadré ses joueurs pendant cette tournée ? Pas du tout. La question est posée clairement au président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, qui rejette la responsabilité unique et totale sur les joueurs, en réalité. Il dédouane totalement le staff, puisque on parle, comme je le disais précédemment, du principe d'autonomie et de responsabilisation des joueurs. Donc ils sont évidemment les premiers fautifs. Et on apprend également, fait plus surprenant et plus gênant, qu'à l'issue du dernier test en Argentine, une semaine après les faits reprochés à Melvin Jaminet, Oscar Jégou et Hugo Radu, que certains joueurs sont sortis à Buenos Aires. Or, cette fois-là, il avait été clairement interdit aux joueurs par l'encadrement et par la hiérarchie de la Fédération française de sortir. Or, certains ont donc bravé cet interdit. Et à l'issue de sa conférence de presse, Florian Grill parle d'un dérapage de plus qui fait vraiment mauvais genre et qui traduit à minima un manque d'autorité morale au sein de ce 15 de France. Le mercredi 17 juillet, l'avocat français des deux joueurs annonce que le parquet de Mendoza autorise leur détention surveillée dans une maison avec un bracelet électronique. Clément Dossin, que veut dire cette décision ? Eh bien, tout d'abord, c'est la garantie pour les joueurs d'être en sécurité, de ne pas être mélangés à des détenus argentins dans un environnement potentiellement dangereux pour eux. C'était la priorité de la défense et elle a été entendue. D'ailleurs, l'avocate de la plaignante ne s'y était pas opposée dans la mesure où il n'y avait selon elle plus de risque de fuite des deux joueurs à l'étranger, un retour en France par exemple, puisqu'ils sont, rappelons-le, privés de leur passeport. Les deux joueurs, du coup, sont sous surveillance électronique dans cette maison. Ils doivent y rester, évidemment, mais ils peuvent aussi y compter sur le soutien de leurs proches. 3 jours plus tard, Le Parisien révèle le contenu de l'expertise médico-légale réalisée sur la plaignante quelques heures après les faits présumés. Quelles sont les conclusions ? Alors ce rapport fait état d'une quinzaine de blessures. Il y est évoqué des lésions dans les parties intimes, divers hématomes au menton, sur la paupière gauche.
aux 2 jambes, aux fesses, à l'entrejambe, à la poitrine et au thorax. Une fois cela posé, en fait, ce rapport devient l'objet d'une bataille de communication entre les 2 camps. Du côté de la plaignante, on y voit évidemment la confirmation des violences qu'aurait subi la victime dans la chambre d'hôtel. De l'autre, du côté de maître Antoine V, l'avocat français des 2 joueurs, eh bien, on s'inquiète de la divulgation de ces informations confidentielles dans la presse argentine, mais aussi dans la presse française. On dénonce aussi une extrapolation dangereuse du camp adverse. Selon lui, je cite, « Il n'y a rien de définitif dans ce rapport, aucun élément n'accrédite de manière claire des violences ». En fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand bien même la victime a des marques, ces marques-là, elles sont réelles parce qu'elles ont été prises en photo lorsqu'elle est venue déposer plainte, après son dépôt de plainte, mais quand bien même il y a des marques sur son corps, rien ne nous dit qu'elles seraient liées à une éventuelle agression de la part des 2 joueurs. Voilà, c'est un peu la philosophie de la défense sur ce point, et ce sera évidemment maintenant à la justice d'établir toute la vérité sur cette histoire. Clément Dossin, à ce stade, on ne connaît toujours pas la version des 2 accusés, Oscar Jégou et Hugo Oradou. L'enquête promet d'être encore longue ? Oui, effectivement, on ne connaît pas leur version, si ce n'est qu'ils parlent d'une relation sexuelle consentie. L'enquête promet effectivement d'être longue, sauf si des éléments très probants à décharge venaient à être versés au dossier pour disculper les joueurs. Selon ce que disait Florian Grill lors de sa conférence de presse, un procès pourrait se dérouler dans un délai de 9 à 14 mois, une fois l'enquête terminée. À ce stade, on peut penser que les joueurs vont donc passer un long moment en Argentine. Merci à Clément Dossin. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Avant le début des Jeux Olympiques de Paris, vous pouvez rattraper tous les épisodes de notre podcast Le Sacre, des athlètes médaillés d'or qui se confient à la journaliste Anne-Laure Bonnet. Ne ratez pas non plus Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Claudia Prolongeau et Damien Delsoni reviennent cet été en 6 épisodes sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute.